petit peu de transparence. Est-ce que pour toi, l'écosystème français est assez transparent et qu'est-ce que les lois en vigueur maintenant ont changé pour toi en tant qu'agence et pour les influenceurs? Alors, en tant qu'agence, ça change quelque chose pour les créateurs et créatrices qu'on a en exclusivité chez nous. Puisque du coup, on se porte garant et on a la responsabilité légale de la création de leur contenu. Donc, si on a un créateur qui a signé chez nous et qui crée un contenu illégal, on est responsable légalement. Par contre, pour les autres créateurs, c'est surtout au niveau des marques en fait que ça change. Parce que en France spécifiquement, on a eu on a eu une proposition de loi qui était majoritairement en fait à viser des influenceurs de manière générale et qui disait toutes les marques qui ne sont pas agréées PSAN, donc prestataires de services en actifs numériques en France, euh, n'ont pas le droit de, contact, de communiquer. Le nombre d'entreprises agréées PSAN en France aujourd'hui est de une, je crois que c'est Société Générale Forge, c'est tout. Et donc en fait, si tu fais ça, tu tues l'écosystème. Et donc nous, on a travaillé auprès de certains établissements pour modifier un petit peu ça, pour que, si tu veux, les entreprises agréées PSAN, enregistrées PSAN, comme c'est le cas de Binance par exemple, comme c'est le cas de plein de plateformes d'échange, ainsi que les entreprises non PSAN n'ayant pas besoin de l'être. En gros, ça veut dire toutes les entreprises qui ne qui ne s'intègrent pas dans les 4 prérequis de la loi Pacte. Donc en gros, c'est tout ce qui est détenance de fonds pour compte de tiers, échange de fonds, crypto fiat, ce genre de choses. Toutes les entreprises qui ne sont pas PSAN et qui n'ont pas besoin de l'être, je donne un exemple, Waltio, ces entreprises-là peuvent faire de la communication. Et donc ça change vraiment pour les marques si tu veux. Après, un influenceur ou un créateur ou créatrice qui cherche à faire de la promotion d'une entreprise PSAN qui ne l'est pas, pardon, une entreprise qui n'est pas PSAN et qui a besoin de l'être, c'est à ses risques et périls. Sur le territoire français, auprès d'une audience francophone, c'est à ses risques et périls. Mais après, tu as plein de cas particuliers. Les exchanges décentralisés, pardon. Est-ce que ça rentre dans ce cadre-là? On a la loi MiCA qui va apporter pas mal de contexte sur la finance décentralisée, mais tu vois, c'est pas vraiment de la détention de fonds pour compte de tiers, donc c'est pas vraiment dans la loi PAC, donc c'est pas vraiment soumis au statut PSAN. Du coup, tu vois, c'est aussi tout est évolutif. À partir du moment où t'es pas là pour arnaquer les gens et que tu fais un minimum attention à ce que tu fais, globalement, tu devrais t'en sortir. Mais il faut faire attention toujours de manière générale. Et en soi, on a vu qu'avec, en vrai, tout ce qui était PSAN, loi Pacte, etc., on va pas se mentir, ça a quand même impacté le nombre d'acteurs qui étaient en capacité de faire de la promotion en francophonie. Euh, à quel point ça a affecté votre chiffre d'affaires ou à quel point ça a aussi pu toucher au chiffre d'affaires de vos partenaires? Parce que en soi, c'est quand même assez corrélé, je suppose. Ouais, alors le truc qu'on fait beaucoup, que nos partenaires ne font pas, c'est tout l'aspect conseil, si tu veux, tout l'aspect consulting, où on vend notre temps. Et en fait, ça, si tu veux, ça n'a pas vraiment changé. La loi n'a pas vraiment eu d'impact là-dessus. Par contre, après, j'ai envie de te dire, oui, ça a eu un impact sur la quantité de demandes qu'on avait. C'est pas plus mal. Parce que les personnes qui ne pouvaient plus prendre contact avec nous et qui nous faisaient perdre du temps, c'est les entreprises qui, pour la majorité du temps, n'étaient pas Était moins vraiment sérieuse. dignes voilà, on va dire ça comme ça. Donc, c'est pas forcément une mauvaise chose. On passe moins de temps, si tu veux, à faire des due deals et à rechercher des trucs euh, qui sont pas les plus intéressants. Du coup, indirectement, ça nous a fait gagner du temps sans forcément nous faire perdre de vélocité. Donc, ouais, non, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et on vit quand même dans un monde qui se veut de plus en plus décentralisé. On voit de plus en plus de projets DeFi, d'app, etc. émerger, ou en tout cas se populariser, et même à avoir du marketing. À quel point enfin, c'est difficile de travailler avec des acteurs comme ça, parce que dès que c'est décentralisé, c'est un peu le foutoir, c'est lent, etc. Est-ce que vous arrivez quand même à travailler avec des acteurs comme ça, ou ça reste très difficile pour la plupart du temps? Ça dépend de leur... comment je pourrais dire ça? Ça dépend de la manière avec laquelle ils voient la décentralisation. C'est-à-dire que si toutes les décisions liées à la personne morale, donc l'entreprise qui est derrière, quand il y en a une, hein, si toutes les décisions doivent passer par un vote de la DAO, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Tout simplement parce que par confidentialité pour nos intérêts et les intérêts des créateurs et créatrices qu'on représente, il y a des choses qu'on ne peut pas révéler. C'est des secrets d'affaires, si tu veux, c'est normal. Ces choses-là, quand tout est mis au goût du jour, on ne peut pas le faire parce que, bah, voilà, on ne peut pas tout écrire noir sur blanc. Il y a des choses qui doivent rester secrètes parce que on a des engagements auprès de certains partenaires
Et quand tu es créateur ou que tu es un média, t'as pas forcément envie que tout le monde soit au courant de la manière avec laquelle tu fais ton business. Et ça, il faut savoir le respecter. C'est la réalité du business, ça reste comme ça. Après, si tu veux, enfin, j'ai envie de dire, dans l'idée, plus c'est décentralisé, mieux c'est. À la base, notre métier, c'est aussi de mettre en avant des initiatives qui ont du sens dans le marché dans lequel on est. La base de la crypto, c'est quand même la décentralisation. Après, c'est un autre sujet. La décentralisation pure, à mon sens, c'est une utopie et c'est quelque chose qui n'existera jamais. Bon, encore une fois, ça c'est un autre, c'est un autre débat. Mais donc c'est pas du tout, nous c'est pas du tout un critère merde, quelque chose qui va nous faire dire ouais, on peut pas travailler avec eux ou pas. Pas du tout. Ça va vraiment dépendre de l'approche. Ça dépend de beaucoup de choses de manière générale. Souvent, quand je tweete à propos d'un projet qui est souvent peu capitalisé, on peut, entre guillemets, dire que j'impacte le prix des marchés. Pour moi, c'est absolument faux. Personnellement, j'ai jamais eu le sentiment d'impacter très largement le prix d'un coin. À part, si ce n'est que, enfin, moi ça n'a jamais été le cas, mais j'ai vu que certaines personnes en copy trading, quand il y avait beaucoup de gens qui les copiaient, ça pouvait aussi impacter les prix. Parce que quand tu fais du copy trading, en général, tu peux pas mettre d'ordre limite, et c'est-à-dire que tu rentres au marché genre super fort d'un coup, et donc ça, quand t'as beaucoup de gens qui te suivent avec du levier, ça prend comment dire, des proportions assez considérables. Donc ça, c'était assez intéressant à noter. Mais quel, à quel point les campagnes marketing que toi tu mènes peuvent impacter les prix des cryptos sous-jacentes aux marques avec lesquelles vous travaillez Bah, est-ce que ça arrive réellement et est-ce que tu vois des corrélations concrètement? en fait, si tu veux, c'est assez rare parce que ça dépend de beaucoup de choses. Généralement, comme je te disais, on fait très attention à ce qu'on présente au type de produit. Pour que ça réponde à nos critères de sélection, il faut déjà que l'entreprise soit déjà bien développée, qu'il y ait déjà une grosse liquidité. Donc, grosse liquidité, ça veut dire il faut énormément de pression à l'achat pour que le token y bouge. Si je dis n'importe quoi, tu as une crypto liée à un produit pour lequel on fait de la communication. Hein, je ne dis pas qu'on fait de la communication pour le token, mais un token lié à un produit. Si tu as 200 millions de profondeur de liquidité d'order book à la hausse, bon courage. Parce que dans tous les cas, tu peux mettre tous les influenceurs de la Terre dessus. Bon, tu les mets tous, il y a peut-être une chance. Mm. Euh, mais dans tous les cas, ça demande des budgets marketing qui sont absolument colossaux. Là, on parle de budget à 7 chiffres. C'est pas des trucs que tu vois souvent passer dans le marketing crypto. Il y en a, mais c'est pas dans nos habitudes. Donc, j'ai envie de te dire, oui, forcément, ça a pu arriver parce qu'en bull market, il y a tout qui pète dans tous les sens. Mais si tu veux, c'est pas l'objectif de nos campagnes. L'objectif de nos campagnes, c'est de faire connaître un produit, faire connaître une technologie, faire croître des chiffres communautaires, faire croître des chiffres d'audience ou de base d'utilisateurs, faire pump un token. C'est pas vraiment, si tu veux, dans les choses qu'on pratique, pour être honnête avec toi. On te l'a déjà demandé? On vous l'a déjà demandé? Bien sûr, Quelles sont les demandes les plus aberrantes que tu as entendues? En fait, les demandes sont pas. Enfin, on a eu des demandes aberrantes en disant voilà, si vous faites pumper le token de plus de 30%, on va vous rémunérer tant ou des machins comme ça. Ce genre de personnes. Ce discours. Non, mais tu tiens ce discours auprès de moi, je te bloque. C'est aussi simple que ça. Mais ce que ça veut dire, c'est que ça existe. Parce que s'ils le demandent, c'est qu'il y a probablement des gens qui l'acceptent. Mais bien évidemment, c'est un marché libre qui est pour l'écrasante majorité pas du tout régulé. Bien sûr que ça existe. Les groupes de pump and dump, c'est exactement ça, hein, si tu veux. Et c'est pas nouveau. Donc non, on a eu des demandes. Enfin, faudrait que j'y réfléchisse, mais on a eu des demandes lunaires sur des collections de NFT en disant oui, voilà, on vous file la moitié de la supply si vous arrivez à faire à pump le floor 2 x 4. Je suis désolé, hein, mais on va arrêter de parler tout de suite parce que je veux pas avoir affaire à toi. En fait. On fait pas le même métier. Va arnaquer des gens et si tu veux arnaquer des gens, tu le feras pas avec ce que je fais, quoi. C'est hors de question. C'est hors de question. Mais en plein bull run, on a des demandes. C'est complètement débile. En soi, c'est en termes d'éthique et tout, je trouve ça vraiment mauvais et c'est pas du tout un truc que je préconise. Mais techniquement aussi, il y a beaucoup de projets, leur image est très attachée aussi au prix du jeton. Donc c'est aussi quelque chose qui est compréhensible d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire, c'est que en vrai, quand tu vas sur un produit et tu regardes le jeton qui est associé, si tu vois que le jeton en fait moins 99%, est-ce que ça te donne vraiment envie d'utiliser le produit? Et comment vous faites, vous, par exemple, pour accompagner, par exemple, de belles marques où ils ont un produit tip top, mais le jeton s'est fait éclater. Parce qu'en soi, ça peut aussi avoir un impact sur Alors, ça, la c'est un manière peu dont est perçue la promotion totalement. d'un influenceur ou d'un média, hein.
J'en ai quelques-uns des exemples comme ça. Et ça, là pour le coup, c'est vraiment un problème de communication. C'est-à-dire que là, ce cas-là, et c'est le cas que je préfère vraiment, c'est le cas où tu as un produit qui est top et tu as une communication qui a été faite à 100% sur le produit et le token, il a complètement été jeté. Et donc en fait, l'objectif, c'est pas de dire, OK, allez acheter ça, ça va faire x100, t'inquiète. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de dire, OK, il y a un produit, le token a une utilité dans le produit et allez voir on-chain avec les sources, vous comprendrez que là, ça va là, là, ça va là, là, ça va là. Et là, tu essaies de construire une narrative. Tu essaies de construire une histoire en essayant de faire comprendre à quel point un protocole peut être sous-évalué par rapport à des concurrents. Ça, c'est des histoires qui sont sympas à raconter. Bien évidemment, quand le protocole en question ou l'entreprise a le droit de communiquer dans les régions dans lesquelles elle veut communiquer, ça ne dément pas à toute la méthodologie qu'on met en place pour garantir la qualité du truc. Mais ça, c'est vraiment les meilleurs cas, parce que tu as un produit qui est génial, le token est pas du tout reconnu. Et nous, si tu veux, notre objectif, c'est pas de dire, encore une fois, allez dessus, ça va faire x300, c'est de dire, OK, il y a un produit, il y a une utilité, il y a un sous-jacent qui est techniquement intéressant, allez jeter un coup d'œil, comment ça fonctionne, tu vois. Et ça, là, il y a vraiment des choses intéressantes. Il y a quelques exemples comme ça, je les nommerai pas, mais il y en a quelques-uns, et ça, c'est vraiment intéressant.